thérapie, il faut absolument viser Staphylococcus aureus. Autre élément important, sachez qu'au niveau de la peau, nous avons deux grandes familles de germes qui coexistent. Il y a les germes qui sont dits saprophytes, c'est des germes qui sont résidents dans la peau. Ils ne sont pas pathogènes. Quand est-ce qu'ils deviendraient pathogènes? En cas d'immunodépression ou en cas de... le deuxième groupe de germes à connaître, c'est les germes qui sont dits pathogènes ou transitaires. Transitaires parce qu'ils ne font que transiter par la peau. Et quand ils sont là, et quand ils sont associés à des dépressions, des contusions avec des nécroses cutanées, ils vont devenir pathogènes. Ça, c'est le deuxième groupe, que sont les germes transitaires. Je reviens à la clinique, que sont le panari. Donc, j'ai dit que le panari et les phlegmons des espaces celluleux de la main sont tous les deux définis sur le plan anapathe par une cellulite nécrosante. Donc, quand je dis cellulite nécrosante, ça veut dire que si on veut traiter une cellulite, cette infection des espaces celluleux, il faut absolument non pas inciser un abcès et évacuer le pus, mais plutôt exciser. Et donc, s'il y a un terme que vous devez retenir sur le plan traitement, c'est le terme excision, d'accord? Donc, quelqu'un qui se présente à votre consultation aux urgences, et c'est très fréquent, et qui présente une collection, il vous semble que c'est une collection au niveau d'un doigt, au niveau du dos de la main, de la paume de la main, sachez que ce n'est certainement pas un abcès. Vous n'avez aucun intérêt à lui prescrire une échographie, parce que l'échographie ne va pas vous montrer cette fameuse collection. Vous devez le traiter chirurgicalement. D'accord? Donc, panari ou espace celluleux de la main, plutôt phlegmon des espaces celluleux de la main, c'est l'excision chirurgicale. Autre élément important, qu'est-ce que j'allais dire? Pour tout ce qui est panari, sachez que le panari va transiter, je dirais, par deux phases ou trois phases. La première phase, c'est la phase dite c'est le stade phlegmasique, d'accord? Donc après l'entrée du germe au niveau de la peau, il y aura un temps de développement, donc de pullulation microbienne, suivi par la phase dite phlegmasique. Et quand je dis phlegmasique, c'est une phase qui est inférieure. La deuxième phase, la phase. Pourquoi c'est important de connaître ces deux phases? Sur le plan clinique, la phase phlegmasique se caractérise par une rougeur, par une chaleur. Et ce qui est fréquemment retrouvé, c'est que le patient, il a les douleurs pulsatiles du panari. Quand je dis pulsatile, c'est quelqu'un qui vous dira le soir, c'est une sensation de douleur qui rappelle un peu, c'est comme des battements. Et dans le dialecte tunisien, on dit que tsattar ou alatmaggar. Ces deux termes, on les retrouve dans le dialecte tunisien pour parler de la douleur caractéristique du panari. Quand le panari à la personne qui est en porteuse de dormir le soir, je dirais. Généralement, ça vient de débuter, il arrive à dormir le soir, il n'est pas très gêné. Généralement, c'est le stade phlegmasique. Mais dès l'instant où vous voyez une collection, dès l'instant où la personne est très gênée, elle vous dit « les douleurs sont telles que j'ai une insomnie », dites-vous, c'est le stade de collection ou de nécrose. Pourquoi c'est important de faire la différence? Parce que au stade phlegmasique, on est tenté de commencer un traitement dit médical et non pas chirurgical. Je m'explique. Si vous avez un doute sur l'état phlegmatique qui vient d'être piqué par une écharpe, il a un doigt avec une douleur qui est pulsatile, il arrive à dormir quand même, il n'y a pas de collection évidente, vous êtes autorisé, je dis bien vous êtes autorisé à entamer un traitement par des antiseptiques locaux et par des antibiotiques antistaphylococciques. Ceci pendant 24 heures et uniquement 24 heures. Donc, si vous prescrivez aujourd'hui un traitement anti-Staphylococcus aureus pour un patient qui porte un panari, vous devez absolument le recontrôler le lendemain. Si le lendemain, le patient n'est pas amélioré, ou si au contraire, ça s'est aggravé, ou même si c'est stationnaire, vous pouvez dire le traitement n'a pas marché et c'est la chirurgie. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir contrôler votre patient le lendemain, ne prenez pas le risque de le mettre sous antibiotiques. Il faut passer directement à la chirurgie. Donc, stade phlegmasique, on peut tenter un traitement médical par des antiseptiques
des solutions antiseptiques et par une antibiothérapie si on est sûr de pouvoir contrôler le patient le lendemain. Si ce n'est pas possible, vous pouvez vraiment abattardir l'infection et provoquer une évolution vers la nécrose étendue, voire même l'amputation digitale. Au moindre doute, c'est la chirurgie. Et quand je dis chirurgie, ce n'est pas une mise à plat, mais une excision. C'est un geste qui se fait au bloc opératoire, sous anesthésie générale ou loco-régionale. Et sachez également qu'il y a un seul examen paraclinique qui est justifié en préopératoire. Lequel, à votre avis, dans le cadre du traitement d'un panari? Qu'est-ce qu'on demande en préopératoire? Qui peut me répondre? Je connais un juge. Personne? Qui veut lever la main pour dire, à votre avis, qu'est-ce qu'on demanderait? Oui? Qui veut prendre la main? Je connais un calme. Un NFS, mais non. De la ouf. C'est un NFS. ما سمعتكش يا عبد الرؤوف. عاود لي. On effectue un NFS. Ben, sachez que quand l'infection est là, l'ANFS, à ton avis, qu'est-ce qu'elle va rajouter? Elle va te permettre de faire quoi? C'est quoi l'intérêt d'une ANFS, à ton avis, Abdel Raouf? De confirmer l'infection. Ben, sachez que le diagnostic d'une infection de la main est clinique avant tout. Si l'infection est là, vous n'avez même pas besoin d'avoir l'hyperleucocytose pour dire si c'est infecté ou pas. Donc, vous n'avez pas besoin d'un bilan préopératoire, biologique, à part le bilan que demanderait le médecin anesthésiste pour l'endormir, tout simplement. Et ce bilan ne doit en aucun cas retarder la prise en charge chirurgicale. Le seul examen qu'on pourrait demander en préopératoire, et qui est médico-légalement est très justifié, c'est la radiographie de la main ou du doigt. Pourquoi? Parce que dans certaines localisations du panari, et ça existe dans le mini-module, il y a les formes prédistales du panari. Le panari, en l'occurrence, le panari pulpe, qui peut se compliquer d'une forme particulière qui est le bouton de chemise. Qu'est-ce que ça veut dire, bouton de chemise? C'est un bouton qui a deux têtes, en fait, et un pertuis entre les deux. Donc, on peut avoir un panari péri-ingéal pour dire autour de l'ongle. Ça, vous l'avez dans le module, et j'arrive toujours pas à télécharger le fichier. Donc, il y a une communication entre une collection péri-ingéale avec une collection au ras de l'os à travers un pertuis. Et c'est grave, pourquoi? Parce que parfois, quand on regarde un panari péri-ingéal, on ne se rend pas compte que le pus a fusé en palmaire. Et le contraire est vrai. Si bien que, à travers ce pertuis, on peut avoir une inoculation de l'os, et donc une ostéite. Donc la conclusion, c'est que devant tout panari pulpaire, ou même un panari du doigt tout court, il faut demander une radiographie du doigt pour éliminer une ostéite ou une ostéoarthrite sous-jacente. Donc s'il y a un examen paraclinique à demander avant la chirurgie d'un panari, c'est la radiographie du doigt. C'est le seul qu'on devrait demander. Le reste, le bilan biologique, il va surtout servir à... Bon, prélèvement bactériologique. Rania nous dit prélèvement bactériologique. Oui, le prélèvement, il est intéressant. Et Rania, quand vous opérez le patient, il y a du pus. C'est important de savoir aussi c'est quoi le germe en cause. Une fois on a réalisé l'excision, ça veut dire qu'on a emporté au bistouri tous les tissus qui sont nécrosés. On va ouvrir le garrot et le doigt va saigner. C'est bon signe, ça veut dire que tous les tissus nécrotiques, que vous me direz, est-ce qu'on prescrit ou pas un antibiotique après l'excision? En fait, tout dépend du terrain. Normalement, la chirurgie seule suffit à traiter un panari ou un phlegmon des espaces celluleux de la main. Sauf dans les cas d'immunodépression. Donc, chez un vous êtes autorisé à donner, en plus de l'excision chirurgicale, un antibiotique. Parce que vous n'êtes pas sûr que vous avez, par la chirurgie, détruit toutes les logettes qui contenaient du pus. Et vous ne pouvez pas compter sur l'immunité du patient pour traiter ou guérir ce qui pourrait rester comme enclave de nécrose. Donc l'antibiothérapie dans le traitement du panari est indiquée uniquement
dans les cas où il y a un terrain d'immunodépression, par exemple un patient diabétique, un patient sous corticoïdes, sous immunosuppresseur, etc. On peut aussi indiquer un antibiotique dans le Panari si le Panari est associé par exemple à une ostéite. Donc vous traitez l'ostéite, vous traitez le Panari et vous associez un antibiotique. Ben, on passe à le phlegmon des espaces celluleux de la main. C'est exactement comme le Panari, sauf que ça siège au niveau de la main ou à la face palmaire de le traitement, comme toujours, c'est l'excision, parce que ce n'est pas un abcès, mais plutôt une cellulite nécrosante. On revient toujours au terme de cellulite nécrosante. Traitement, c'est l'excision. Troisième entité qui est très importante et qui est primordiale, c'est l'entité c'est le phlegmon de la gaine des fléchisseurs. Et quand on parle de phlegmon de la gaine des fléchisseurs, sachez que c'est anatomie dépendant. Je m'explique. La gaine des fléchisseurs, rappelez-vous l'anatomie, elle existe dans votre module. Donc si vous voulez, puisque je n'arrive pas à partager mon écran, vous pouvez consulter en parallèle le mini-module. C'est ce qui est de mieux à faire, je pense. Vous avez 5 gaines au niveau des 5 doigts de la main. Est-ce que vous me suivez? Regardez votre main, vous avez 5 gaines. Il y a une première gaine qui commence au niveau du pouce et qui arrive jusqu'au poignet. C'est la première gaine. Je ne sais pas si j'arrive à activer ou pas la caméra. Oui, non. Oui, elle est Il y a un activée. problème de réseau. Ah, je ne me vois pas en fait. Je ne vois pas ce que je suis en train de faire. J'ai envie de vous montrer la main en fait. Le téléchargement du fichier prend tout le temps, toute l'énergie de ce fichier. Hop. Oui. Je vais vous montrer ma main. Voilà, cette main. Donc au niveau de la main, est-ce que vous voyez ma main? Oui. Oui. Il y a 5, en fait, on a 5 doigts, 5 rayons. La première gaine, elle commence au niveau du pouce et s'arrête au niveau du poignet. La 5e gaine commence au niveau du 5e doigt et s'arrête au poignet. Donc ces 2 gaines du pouce et du 5e doigt portent le nom de gaines digitocarpiennes. Elles commencent au doigt, s'arrêtent au poignet. Pourquoi c'est important de les connaître? Parce que lorsque la gaine de ces fléchisseurs sont en section et sous la pression du liquide qui va se concentrer au niveau des gaines, la pression sera telle qu'on peut avoir une fistulisation du liquide infecté au niveau du poignet. Et qu'est-ce qui existe à côté de la gaine du pouce? Il y a la gaine du 5e doigt. Donc un phlegmon qui commence au niveau du pouce peut migrer à travers la fistule carpienne vers le 5e. On parle de phlegmon à bascule. À bascule parce qu'il bascule d'un doigt à l'autre. Par contre, pour les 3 doigts médians, index, médius et annulaire, vous avez des gaines qui s'arrêtent au niveau du pli de flexion distale, ici. Donc ce sont des gaines purement digitales. Elles ne sont pas digitocarpiennes. Et dans le cours, vous allez trouver la notion de cul-de-sac. Cul-de-sac, ça veut dire que c'est un endroit qui est fermé. Cul-de-sac parce que la gaine, c'est comme un sac en fait, avec un bout, un cul-de-sac distal et un cul-de-sac proximal. Proximal parce que dans la position anatomique de référence, les doigts sont en bas. C'est pour ça qu'on dit proximal. Il est plus proche de la région crâniale. Donc au niveau de ces 3 doigts médians, le cul-de-sac proximal est là. La notion de cul-de-sac est primordiale parce que ça fera toute la différence entre un phlegmon et un Panari. Pour un Panari, quand le Panari est fait suite à une infection, donc quand le Panari se manifeste par une infection au niveau digital, la douleur est strictement localisée au niveau de la région qui est siège du Panari. Alors que dans le phlegmon de la gaine des fléchisseurs, l'inoculation septique s'est faite distalement, par exemple au niveau de la 2e phalange, alors que la douleur, elle est au niveau de la main. Est-ce que ça te comprise? فهمتوني ولا ايه؟
Euh, Est-ce que vous avez compris? Oui. Oui. Donc, كان فهمتها et ما فهمش يهز يده ويقول لي راني ما فهمتش. Je ne vous vois pas, je ne vous entends pas et je n'arrive pas à partager mon écran. Mais, c'est vraiment le signe qui fait la différence entre panarie et phlegmant. Donc, doigt rouge, douloureux, ça fait mal, c'est démasqué. Qui est en train de parler, qui était en train de parler? Moi, Cyrine. Cyrine, regarde ta main ici. Mhm. Imagine que tu as un fragment de la gaine de texture au niveau du médus, troisième doigt. Ça va se manifester cliniquement par quoi? Par une rougeur, un doigt qui est légèrement et quand on essaye d'étendre le doigt, ça fait mal. Supposons que tu t'es fait piquer par quoi? Par l'épine d'une rose. Donc tu as tenu une rose, tu t'es piqué au niveau de la phalange moyenne. Tu as une rougeur à ce niveau, c'est la porte d'entrée. Comment tu arriveras à faire la part entre un panari et un phlegmant? Il faut que tu mettes le doigt sur le cul-de-sac proximal de ton doigt. Le cul-de-sac proximal, c'est la projection au niveau de la tête des métacarpiens. Ritouine, c'est le pli palmaire distal. Si tu as mal à ce niveau, alors que l'inoculation est plus distale, ça peut être inférieur. Ça ne devrait pas faire mal plus haut. Si tu l'as pas mal au niveau du cul-de-sac proximal, c'est que c'est un panari. Est-ce que c'est compris? Voilà. Oui, madame. Ça va. Voilà. Et les l'œdème, la rougeur, etc., ils s'appellent la tétrade de Canavel. C'est l'association pathognomonique d'un phlegmont de la gaine des fléchisseurs. Et s'il faut retenir quelque chose dans le phlegmont de la gaine des fléchisseurs, c'est que c'est une extrême urgence. Ça commence toujours comme dans le panari par c'est pas une cellulite, c'est une synovite inflammatoire. Et très rapidement, on va passer à la synovite nécrosante, purulente et nécrosante. Et l'évolution d'un stade à l'autre est très rapide dans le phlegmont. Ça peut se passer en quelques heures. En chirurgie de la main, nous avons deux types d'urgences absolues. Quand vous êtes des internes aux urgences, on n'attend pas. Ce sont les amputations, de doigts, de mains, bien sûr. Et là, c'est spectaculaire, donc tout le monde est d'accord pour dire que c'est une urgence. Malheureusement, le phlegmont est aussi urgent qu'une amputation, parce que l'évolution d'un stade à l'autre est très rapide. Et l'aboutissement de ces complications du phlegmont, ce sont la nécrose du tendon. Et un tendon qui est nécrosé, il est très difficile à remplacer. Et c'est un doigt qui ne va jamais fonctionner après. Il faut faire très vite. Donc, phlegmont de la gaine des fléchisseurs, il faut faire vite et opérer le patient. Et comment on peut donner un stade? On ne peut stadifier le phlegmont qu'après l'ouverture des gaines. مانيش عارفة اسكو تخدم الكاميرا ولا نفس الحكاية. Vous trouverez ça bien sûr dans votre polycopier. Je reviens toujours à ma main. Je vais prendre un marqueur. Je vais vous dessiner, donc je vais simuler toujours le même cas de Céline, supposant que quelqu'un, que vous voyez ma main. Je ne vois rien à la mienne, je n'arrive pas à voir quoi que ce soit. Quelqu'un s'est blessé au niveau du médius à ce niveau. Dis-toi, Hawaleh, est-ce que vous voyez ce que je vois? Oui. Oui, ben. L'éclairage, comment il vous semble? Je n'arrive pas à savoir si l'éclairage est bon ou pas. Je vais essayer de changer d'éclairage. Éclairage, ça va. Donc, نرجع ليدي.
Là, c'est l'inoculation septique qui s'est faite au niveau du médius. Donc, ce qui va se passer, c'est que cliniquement, tout le doigt va être rouge, inflammatoire, et le cul-de-sac proximal est là. Qu'est-ce qu'on va faire? Sur le plan chirurgical, qu'est-ce qu'on doit faire? La première étape, en fait, c'est d'aller au bistouri, exciser cette zone. Donc, je prends le bistouri et j'enlève toute cette peau. Après, qu'est-ce que je fais? Je me dis, comme l'entrée du germe s'est faite à ce niveau, c'est l'endroit le plus septique de tout le doigt. Qu'est-ce que je fais? Je viens en regard du cul-de-sac proximal. Donc, je viens là. Et je fais une incise comme ça, comme je vous le montre, au bistouri. Je dissèque sous la peau et je vais vers la gaine. Et la gaine, je vous assure qu'elle existe réellement. Pour ceux qui sont dans le vie, vous la verrez. C'est un élément anatomique qui est très sincère, mais qui existe. Dans la gaine, qu'est-ce que vous faites? Vous glissez une branule. Les branules, c'est ce qu'on met pour mettre une voie d'abord. Vous glissez une branule et vous commencez à injecter du sérum physiologique de proximal en distal. Pourquoi de proximal en distal? Parce que là, c'est propre. Ça n'a pas été inoculé. Et là, c'est septique. D'accord? Donc, vous lavez à grande eau. En fait, c'est exactement comme dans les péritonites. Les péritonites, on ne les lave pas avec de l'oxygéné, ou déosine ou de la bétadine. C'est de l'eau. On fait exactement la même chose pour les phlegmons. N'essayez pas de mettre quoi que ce soit d'autre. C'est vraiment au sérum physiologique. Vous lavez, vous lavez, vous lavez. Et vous aurez une gaine qui est propre. Avant de décider de laver ou pas, quand on examine la gaine, quand on va l'ouvrir pour introduire le branule, on va avoir deux situations possibles. La première, la gaine est rouge, hyperémiée pour dire qu'elle est très inflammatoire, très vascularisée, et très inflammatoire, très vascularisée. Et ce qui se passe, c'est que il y a beaucoup de liquide qui sort quand il y a beaucoup de liquide qui sort. Le liquide n'est pas purulent. Liquide qui est un peu louche, mais qui n'est pas purulent. Là, vous vous dites, c'est un phlegmon, c'est un stade 1. Donc, il n'est pas purulent, c'est un premier stade de phlegmon. Et donc, le lavage de la gaine, comme je vous l'ai montré, suffit à traiter le patient. Par contre, si le liquide, quand vous ouvrez la gaine, toujours en proximal, par la petite incision que je vous ai montrée, si le liquide qui sort est franchement purulent, c'est un phlegmon qui est dit de grade 2 ou de stade 2. Et le stade 2, malheureusement, c'est le stade de la synovite nécrosante avérée. Et on ne veut pas se contenter de laver, mais plutôt d'exciser la synoviale. Et je dis synoviale. Synoviale, c'est ce qui tapisse le tendon. C'est cette membrane fine, transparente, translucide, qui permet le coulissement et la nutrition du tendon. Il faut l'enlever en totalité. Et donc, pour l'enlever, il faut ouvrir en zigzag, tout en regard du tendon. Écarter les berges, prendre une pince et arracher la synoviale autour du tendon, jusqu'à ce qu'il devienne parfaitement dépourvu de synoviale. Après, on ferme les points d'angle et on fixe et on immobilise la main par une attelle ou un fixateur. Donc, pour bien traiter un panari, on est obligé de faire ça. Pour bien traiter, un phlegmon de gaine défléchisseur, nous sommes obligés de faire ça, si bien que dans les suites normales d'un phlegmon de gaine défléchisseur, il est habituel d'avoir une raideur du doigt. Donc, la raideur du doigt s'explique non pas par l'étendue de la voie d'abord, mais plutôt par le caractère même de l'excision qui comprend la synoviale du tendon. D'accord? Donc le traitement, il est chirurgical et il n'y a pas de place pour un traitement médical dans le phlegmon. Donc si je vous dis panari phlegmasique, traitement médical, oui, sous couvert d'un contrôle à 24 heures. Si je vous dis phlegmon de la gaine défléchisseur, jamais de traitement médical. Il n'y a que la chirurgie qui puisse le traiter. Est-ce que c'est clair? Ça doit être clair pour vous. Quatrième type d'infection, ce sont les arthrites septiques. Et là, c'est une pathologie qui rejoint carrément celle des membres, que vous avez vu certainement avec mes collègues orthopédistes. Ça commence par les grades, par les stades 1, où la radiographie est normale, où il n'y a pas d'anomalie. Au stade 2, vous avez la stadification dans le polycopier, où vous commencez à avoir un petit pincement articulaire, puis les grades 3 et 4, où vous avez carrément la chondrite et l'ostéoarthrite avérée. S'il y a un point important à souligner, c'est que les arthrites sont rares
suite à une plaie palmaire de la main. Pourquoi? Parce que dans les plaies palmaires, l'épaisseur du derme et de la peau est telle que ça atteint rarement l'os. Ça donne bien sûr des lésions des tendons fléchisseurs, des lésions artérielles, des lésions nerveuses, mais presque jamais, sauf si c'est très pénétrant, d'ostéoarthrite. Par contre, ce qui est étonnant, c'est qu'au dos de la main, la finesse de la peau est telle que toute plaie au dos de la main peut léser les tendons extenseurs, et donc les plaies sont fréquentes, et les articulations qui sont superficielles. On dit même qu'au dos de la main, les articulations et les tendons sont effroyablement superficiels. Donc toujours penser à une lésion des tendons extenseurs et d'une effraction articulaire, à une ouverture articulaire devant toute plaie du dos de la main et des doigts. C'est quoi l'intérêt de connaître cette notion? C'est que toute plaie au dos de la main ou au dos d'un doigt nécessite une exploration chirurgicale. Déjà pour déceler une éventuelle rupture tendineuse, mais surtout pour effectuer un lavage articulaire avant même l'installation d'une éventuelle arthrite. Et quand l'arthrite est là, c'est la raideur, c'est voire même la destruction articulaire. Donc ne pas hésiter à traiter, même pour dire que l'exploration est blanche, toute plaie dorsale. Il y a une autre circonstance très fréquente de plaie dorsale qui se complique d'ostéoarthrite, c'est le teeth syndrome. Teeth, c'est le pluriel de tooth pour dire dents. C'est le fait que quelqu'un reçoive un point sur les dents. C'est généralement une plaie qui va au niveau des MP, donc c'est à ce niveau. La caméra, est-ce qu'elle marche ou elle ne marche pas? C'est à ce niveau qu'on verra les lésions. Et donc très fréquemment, lésions articulaires et comment dire, c'est des infections qui sont graves parce que les bactéries de la sphère ORL sont agressives pour la main. Ça, c'est pour le cours qui porte sur les plaies de la main. B. Ibrahim nous demande est-ce qu'on peut répéter la différence? Ibrahim, là, je n'ai pas reçu ta question à temps. Donc, c'est quoi ta question avant qu'on passe aux plaies de la main? Al-Ashqar Ibrahim, c'était quoi la question? B. Ibrahim ne répond pas. Donc, là, sur la plateforme UVT, je vais vous mettre, si ce n'est déjà fait, des espaces de forum. Donc, si vous avez la moindre question sur le contenu des cours, n'hésitez pas à m'envoyer des questions. Je vous y répondrai. Et je vous demande vivement de le faire parce que ce ne sont pas des cours qui se font en 50 minutes. Là. Ben, on va passer maintenant. Je connais je suis une seule enseignante. Madame, on arrive maintenant à voir les enfin, les infections, je me le plaie de la main, c'est ce que j'ai fait. Mais on va passer au plaie de la main. Plaie de la main, c'est une question, c'est un thème en fait qui nécessite une connaissance anatomique très rigoureuse. C'est pour ça que sur la plateforme UVT, je vous ai mis dans le prérequis beaucoup de données d'anatomie pour que vous les voyez. Et j'ai préféré vous les mettre sous format de vidéo parce que pour vous, ça sera plus facile de regarder l'anatomie en 3 minutes que de lire un cours d'anatomie topographique ou descriptive. Donc, prenez le temps de les regarder. C'est des vidéos très simples qui vont vous rappeler des notions que vous connaissez déjà. Quand je dis plaie de la main, c'est une urgence chirurgicale. C'est la pathologie la plus fréquente en médecine d'urgence. Et ça va de la simple plaie qui ne nécessiterait pas de prise en charge particulière à l'amputation carrément de la main. Donc, c'est pour vous dire aussi l'importance fonctionnelle de la main. Généralement, ça survient chez des personnes aux conditions particulières. C'est des travailleurs manuels peu spécialisés. Et si on a déjà fait des études sur qui est victime et à quelle heure on voit le maximum de plaies de la main, sachez que généralement, ça se passe à 11h midi, quand les gens sont fatigués. Et la population qui est la cible de ce type de plaie, c'est des travailleurs manuels
peu qualifiés. Ou elle, c'est des gens qui viennent de commencer à apprendre le métier de menuisier notamment. Généralement, c'est des accidents domestiques. C'est soit des plaies par couteau, soit par des objets contendants, soit lors d'accidents de travail. Et généralement, dans les accidents de travail, c'est beaucoup plus délabrant et plus grave. Il peut s'agir... Est-ce que vous voyez toute la présentation, Bligde? La diapositive se projette bien chez vous? Oui. Elle voit que la moitié de la... Donc, ça peut être une section, les franges, les contuses. Donc, dans votre examen, vous devez préciser le type de plaie. Là, je vous montre une plaie par un bouton de chemise. J'ai mis exprès cette plaie, cette photo, cette radiographie, pour vous montrer le bouton de chemise. Donc, c'est un accident très fréquent dans notre région, puisqu'il y a beaucoup d'usines de textiles. Mais il faut vous dire aussi que c'est l'aspect que prend un panari en bouton de chemise. Mais bon, bien sûr, c'est plus petit, mais c'est l'aspect que ça prend. Collection profonde, collection superficielle, et ça communique par un pertu. On va parcourir rapidement. Je dois vous parler aussi des unités fonctionnelles de la main. Donc, chaque pli que vous voyez, chaque espace entre deux plis représente une unité fonctionnelle ou esthétique. C'est important de connaître ces entités parce que s'il y a une plaie qui traverse perpendiculairement ces entités fonctionnelles, la cicatrisation se fera au prix d'une bride. Une bride, c'est comme une palmure cutanée qui va entraver la fonction du doigt. Ça, c'est un exemple de plaie associée à un écrasement, associée à une brûlure. Ça s'est fait par une presse chaude. Presse, c'est une machine lourde, en métal, chaude, qui a écrasé la main à la face dorsale. Et regardez en palmaire, c'est la même main, c'est le même patient. Regardez les plaies qu'il a en avant. Ce ne sont pas des plaies dues à des couteaux. C'est en fait la pression était telle que la main, on dirait qu'elle a été soufflée par la pression et il y a eu des plaies palmaires. C'est vous dire la violence du traumatisme. Ce que vous voyez en bas, entre le 5e et le 4e doigt, c'est ça les brides dont je vous ai parlé. C'est ça les palmures. Et c'est dû à une plaie qui était perpendiculaire à une unité plastique. Un autre exemple de plaie, c'est une plaie qui ne peut pas être suturée directement. On ne parlera donc plus de plaie, mais on parlera de perte de substance. Perte de substance, ça veut dire c'est un défect qui intéresse la peau, les tendons, l'os, ça peut intéresser toute structure anatomique et qu'on n'arrive pas à fermer directement. Qui d'entre vous peut me décrire cette plaie? Qui peut me dire ce que c'est? Je connais, je m'y fasse ça. C'est quoi cette plaie? Qui veut prendre la parole? C'est on est là pour discuter. Ça m'embête que vous soyez à distance, mais bon. Qui veut prendre la parole? Ayat. Qui veut prendre la parole? Je n'arme un tirage au sort là. Qui n'a pas parlé du tout? Maïssa. Maïssa, est-ce que tu es là? Elle est là, Maïssa. J'ai besoin de quelqu'un pour décrire cette plaie. Had, il se porte volontaire. On y va. Je vous attends. Et Céline, je pense que c'est la plus courageuse d'entre vous. Céline, s'il te plaît, essaie de décrire cette lésion. Érosion, donc, je ne sais pas. C'est une plaie qui siège. Où est-ce qu'elle est située, cette plaie? Au niveau des phalanges des têtes. Très bien. Et si tu remarques, Céline, c'est le médius, troisième doigt. Si tu essaies de regarder le doigt à côté, c'est la phalange distale et la phalange moyenne, les deux ensemble. Tu as vu? Ah, d'accord. Oui. À ton avis, qu'est-ce qu'il a perdu, ce patient? Il a perdu la peau déjà. Qu'est-ce qu'il a perdu d'autre, à ton avis? Peut-être les tendons, les muscles.
tout à fait, c'est les tendons. Parce qu'on arrive à voir, voilà, c'est l'os, voilà, c'est l'os des phalanges. Ah, parce qu'on arrive à voir l'os, ça veut dire Donc, il y a une érosion et, des parties des muscles aussi. tout à fait. Et au niveau des doigts, on parle beaucoup de tendons parce que les corps charnus sont au niveau de l'avant-bras. Donc, il a effectivement perdu la peau et les tendons. Donc, cette sama, une perte de substance tendineuse et cutanée. Et c'est là d'ailleurs qu'intervient. Donc, sous d'autres, si c'était un accident qui s'est passé il y a des dizaines d'années, il y a 50 ans, on aurait été tenté d'amputer le doigt complètement. Mais grâce à la chirurgie réparatrice, on arrive à remplacer cette peau par une peau à côté. Ça s'appelle un lambeau. On peut remplacer le tendon qui a été perdu par un autre tendon. On parle alors de greffe tendineuse. On peut même greffer l'os si l'os a été perdu. Donc, c'est ça l'intérêt de la chirurgie réparatrice et reconstructrice. Et c'est d'ailleurs pour ça que la chirurgie de la main fait partie de la chirurgie réparatrice parce qu'on arrive, grâce aux techniques de chirurgie reconstructrice, à restaurer une fonction à la main. B. Et c'est notre type de plaie. Un autre type de plaie, en fait, ça peut sembler très, comment dire, c'est une plaie qui semble très grave de prime abord parce que vous voyez qu'il y a une perte de substance. Mais si je vous dis que c'est une plaie qui s'est passée dans une usine de plastique et que ce patient s'est blessé par une lame très fine qui s'est glissée au niveau du bord ulnaire de la main. Donc, c'est une plaie du bord ulnaire vers le bord radial qui a décollé un lambeau de peau. C'est un lambeau que vous voyez en bas. Regardez le fond de la plaie. Est-ce que vous devinez un élément? À votre avis, qu'est-ce qui est blanc au milieu? Qui peut me dire ce qui est blanc au milieu? Quand on regarde l'anatomie de la main, ce que vous voyez en blanc, qui semble... Vous voyez mon pointeur ou elle est? Est-ce que vous voyez mon pointeur? Non. Non, madame. Je n'aime pas Microsoft Teams à cause de ça. J'arrive pas à avoir un pointeur. Comment faire pour avoir un pointeur? Est-ce que vous savez comment faire pour avoir un pointeur? Non? لازم تعمل partage d'écran directement مش تحط البريزنتاسيون. Très bien. B. Partage d'écran, on va aller marcher comme هذا l'inconvénient, c'est تحب لنا ساعة أخرى désolé pour partager l'écran. Donc on va essayer de faire comme si هاوني حطيته peut-être يتحل. B. La structure blanche qui semble partir du canal carpien vers les doigts, s'épanouir vers les doigts, c'est Ligament annulaire. ou un ligament annulaire qui va donner des extensions elliptiques, ça s'appelle la ponévrose palmaire superficielle. Et l'IMENHA, la maladie de Dupuytren si vous la connaissez. Ce patient a eu la chance, c'est une vraie chance, parce que la lame est entrée entre la peau et la ponévrose palmaire superficielle. Pourquoi c'est une chance? Parce que c'est sous la ponévrose palmaire que circulent les nerfs, les tendons, les vaisseaux. Et donc, il avait eu un décollement pur de la peau, sans aucune autre lésion associée. Et voici le résultat après la réparation. Vous devinez par contre qu'on a l'impression que sa main est un peu plus étroite, tout simplement parce que le bord libre de ce lambeau que le chirurgien tient par la pince, il était tellement éloigné des vaisseaux qu'il y a peut-être 1 ou 2 centimètres qui ont été perdus. Mais sinon, le patient, regardez, il arrive à retrouver une fonction qui est strictement normale. Oui. Les fléchisseurs. Il y a les fléchisseurs extrinsèques et intrinsèques. Donc, pour les fléchisseurs, le point de départ, c'est les corps charnus qui sont au niveau de l'avant-bras. Et ces tendons fléchisseurs vont se terminer au niveau de la main et au poignet en passant sous le ligament annulaire antérieur du carpe. Qu'est-ce qu'il y a sous le ligament annulaire antérieur du carpe? Il y a un nerf et 9 tendons. Le nerf, c'est l'élément le plus superficiel, c'est le nerf médian. Et les éléments qui l'entourent, ce sont les 4 fléchisseurs communs superficiels, profonds, et le long fléchisseur du pouce. C'est des notions d'anatomie. Sachez également qu'au niveau des doigts, nous avons 2 tendons. Il y a le tendon le plus superficiel, qui se divise au niveau de la phalange moyenne en 2 lamelles, de part et d'autre de l'interphalangienne proximale, et le profond, qui est perforant, qui se termine au niveau de la 3e phalange.
Donc, une plaie au niveau de la troisième phalange ne peut couper que le fléchisseur commun profond. Alors qu'une plaie au niveau de la phalange proximale, voilà la première phalange, peut couper un tendon, deux tendons, peut couper les nerfs, les artères. Et comme vous le savez, pour chaque doigt, voici une coupe anatomique qui vous montre le fléchisseur commun superficiel et profond. Et de part et d'autre, vous avez les structures vasculaires. Je vous demande de voir, ce qui est étonnant dans cette coupe cadavérique, c'est de voir l'épaisseur de la peau en palmaire comparativement à la peau dorsale. Est-ce que vous voyez la différence? En palmaire, il y a beaucoup de logettes, c'est épais, alors qu'en dorsale, c'est très très fin. Et entre les deux, vous avez l'os. Ce qui est au milieu, c'est l'os. Est-ce que vous avez compris cette image, cette coupe? Rassurez-moi que vous êtes là. Est-ce que vous avez compris les éléments qui composent cette coupe? Il n'y a pas de réponse. Mais sachez également que les doigts arrivent à fléchir le squelette osseux, grâce bien évidemment aux deux tendons, mais surtout grâce à l'existence d'épaississement de la synoviale qui porte le nom, c'est ces structures bleues foncées qui portent le nom de poulies. Ces poulies, nous n'arrivons pas à bien fléchir le doigt. Il y aura un effet qui s'appellera l'effet de corde d'arc. Regardez cette photo. Cette image vous montre qu'il y a plusieurs zones. Et la zone 2, regardez la zone 2 qui s'étend depuis le pli palmaire distal à l'interphalangienne distale, celle qui est colorée, qui est foncée, c'est la zone qui portait le nom de no man's land. No man's land, pourquoi? C'est une zone où la lésion des fléchisseurs est la pire en termes de pronostic fonctionnel. Parce qu'à ce niveau, le canal digital est tellement étroit que n'importe quel tendon qui va se couper voudra adhérer. D'ailleurs, on assimile le tendon fléchisseur à du lierre. Lierre, shabat. Donc, dès qu'il est coupé, il a envie de coller quelque part. Si bien que les résultats de la réparation tendineuse à ce niveau sont très médiocres avant l'évolution des techniques de microchirurgie et de chirurgie fine de la main. Donc, c'est la zone, si je vous dis quelle est la zone topographique où le pronostic de la réparation tendineuse est le plus mauvais, vous me direz c'est la zone 2. Est-ce que c'est compris? Oui. Enfin, Céline me répond. Heureusement que tu es là, Céline. Mais, qu'est-ce que j'allais dire? Voici la photo de quelqu'un qui a une plaie en regard du pli palmaire distal, en regard du deuxième rayon. Deuxième rayon, ça veut dire c'est le doigt qui se prolonge jusqu'au canal carpien. C'est le rayon digital. Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que vous remarquez? En extension, le doigt. Il y a un doigt qui est en extension, alors que les autres doigts sont légèrement fléchis. Mettez tous votre main sur le plan de la table. Mettez-la sur le plan de la table, paume regardant vers le haut. Et ne faites pas de mouvement. N'essayez pas ni de la fléchir, laissez-la se reposer. Vous allez deviner que tous vos doigts longs, sont tous fléchis. Et vous remarquerez que le cinquième doigt est fléchi plus que les autres. Est-ce que vous le remarquez? Oui. Si vous dessinez des lignes qui partent de chaque ongle vers le canal carpien, vous allez remarquer que tous les doigts vont confluer vers un seul point, qui est le tubercule du scaphoïde. Donc, cette notion de cascade digitale, elle est importante, parce que comme vous le voyez ici, l'index, en regard duquel il y a la plaie, a perdu la cascade digitale, a perdu la flexion naturelle. Ça veut dire qu'il n'y a plus ces structures tendineuses qui le tirent, et donc, c'est la signature d'une lésion des tendons fléchisseurs. Il s'appelle le signe du doigt tendu. Tous les doigts sont fléchis, qu'un l'index qui est tendu. C'est le signe du doigt tendu. Est-ce que c'est compris? Oui. B. Là, c'est l'examen, comment on examine un fléchisseur commun profond. On examine un fléchisseur commun superficiel. B. Sachez que les sutures tendineuses sont une urgence chirurgicale. Le tendon, il a une structure lamellaire. C'est une structure qui rappelle l'élastique. Et donc, quand il est coupé, il va se rétracter. Yohrub.
Donc, on peut avoir une plaie au niveau d'un doigt, et surtout quand la plaie est survenue alors que le poing était serré, quand il y a une rupture d'un tendon, ça c'est le phénomène de whiplash. Le tendon, il rétracte comme un élastique et on peut retrouver le tendon au niveau du poignet. Donc c'est important de savoir que si on essaie de remettre ce tendon en place, si on dépasse ces 24-48 heures, on peut ne pas pouvoir suturer directement parce que ça y est, il a rétracté et qu'il s'est ratatiné, pour faire simple. Donc, pour pouvoir avoir les meilleurs résultats fonctionnels, la suture tendineuse doit se faire dans les 24-48 heures. Au-delà, on ne peut pas garantir qu'on pourra suturer directement. Donc, si on intervient, quelqu'un s'est blessé par un couteau. Il a été aux urgences, quelqu'un lui a fait l'examen, le patient arrive à fléchir sans problème son index. Après une semaine, au réveil, le patient remarque que son doigt est tendu, qu'il ne fléchit pas. Pensez-vous que ça soit normal qu'une semaine avant l'examen soit normal, alors que après une semaine, le doigt n'arrive plus à se fléchir? Est-ce que c'est une situation qui peut se voir et pourquoi? Qui peut répondre à cette question? Donc, examen au jour, à J0, la flexion du doigt est possible en actif. À une semaine, le doigt ne fléchit plus. C'est le signe du doigt tendu. Est-ce qu'on peut voir cette situation et quand, à votre avis? Qui peut répondre? Peut-être c'est une micro-lésion. Bon, micro, c'est trop dit. C'est une lésion partielle, Yassirine. C'est une lésion partielle du tendon. Et donc, quand le tendon est lésé partiellement, ça peut être 10%, 20%, 40%, voire même 90%. Donc, en initial, on a l'impression, c'est vraiment une impression que la flexion est normale. Quand est-ce qu'on se rend compte qu'il y a un problème? Quand on essaye de contrecarrer la flexion. Quand vous arrivez à vaincre la flexion, qu'il y a un problème, vous pouvez déceler les ruptures partielles, les lésions partielles des tendons. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut absolument examiner les doigts en flexion active et contre-résistance pour déceler une éventuelle lésion partielle qui peut se compléter. Et c'est pour vous dire aussi que même si l'examen du plaie de la main est normal, vous n'êtes pas à l'abri d'une lésion partielle. D'où l'intérêt de toujours examiner les plaies de la main. Yani, quand vous passerez aux urgences, si vous voyez une plaie, quand est-ce que vous vous dites je trop le lis, le plaie de la main, on va l'explorer chirurgicalement? Je vous dis que oui. Et dès l'instant où vous voyez qu'il y a une plaie qui nécessite des points de suture, dites-vous que très probablement il y a des lésions en dessous. Nous avons vu des lésions inférieures à 1 mm qui ont été à l'origine d'une plaie d'un nerf qui a compromis de façon très importante la fonction du doigt. Donc, toutes les plaies de la main nécessitent une exploration chirurgicale. Autre point aussi, nous n'avons aucune idée sur le trajet que fait un couteau, par exemple, dans la main. Imaginez un couteau qui entre en pleine pomme, vous ne savez pas s'il est parti à droite, à gauche, directement, et donc une plaie en regard du troisième rayon peut léser le deuxième et le quatrième, le cinquième tendon, les cinquièmes tendons des rayons adjacents. On peut avoir une plaie strictement médiane au niveau du canal carpien, mais le couteau a fait un mouvement de va-et-vient et il a coupé tous les tendons fléchisseurs de la main et du poignet. Ça existe. L'exploration des plaies de la main est systématique. Je vous montre l'exemple de suture tendineuse. C'est une suture qui est dite en cadre. Et vous allez remarquer que quand on fait cette suture, les nœuds, on les fait à l'intérieur. Ça permet de protéger le tendon contre une éventuelle agression donc, de sa surface et de son enveloppe. Et ça permettra d'avoir moins de contraintes entre le canal digital et le tendon. Donc les nœuds se font toujours à l'intérieur. Si vous intervenez, par exemple, je me suis blessée aujourd'hui par un couteau, j'ai une lésion d'un fléchisseur et je viens vous voir en tant que médecin après 1 mois. On appelle ça comment, à votre avis? On parle d'une plaie qui est comment? C'est une plaie qui est dite négligée. Est-ce que j'arriverai à suturer bout à bout, à votre avis? Et Céline?
Est-ce que j'arriverai à suturer bout à bout le tendon? Non. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait Peut-être. le tendon? Il s'est rétracté. Sahih. C'est comme le traitement d'une plaie tendineuse négligée. Ce n'est malheureusement plus une suture bout à bout par un point de Kessler, mais c'est une greffe tendineuse. On parle alors de perte de substance tendineuse. Donc c'est vraiment dommage de ne pas opérer tout de suite. Une image comment dire, d'une plaie tendineuse. Regardez le bout du tendon. C'est une plaie qui est relativement négligée. Regardez le bout du tendon qui s'est mis en boule. Si vous le laissez trop longtemps, il sera impossible de le réintégrer au niveau du canal digital. Signe du doigt tendu. L'exploration a montré cet aspect. Les extenseurs, on en a déjà parlé, ils sont effroyablement superficiels et peuvent être lésés dans toutes les, plaies de la face dorsale. Regardez également ces éléments, موجودين dans tous les livres d'anatomie, mais les structures tendineuses qui existent entre les tendons extenseurs au niveau du dos de la main. Regardez l'image de gauche. Regardez ces palmures, ces éléments transverses, horizontaux, qui existent entre les tendons. Ça s'appelle des junctura tendinum. Junctura pour dire jonction entre les tendons. Imaginez que, toujours pour dire qu'il faut absolument explorer les plaies de la main, surtout la face dorsale. Imaginez une plaie des tendons extenseurs de l'index au-dessous de ces junctura tendinum. Donc, il y a une lésion complète des extenseurs de l'index. Quand on demande au patient en aigu, aux urgences, de lever le doigt, il va pouvoir le lever. Grâce à quoi? Grâce aux junctura qui vont permettre l'extension du doigt à partir des doigts adjacents. D'accord? Donc, quand la plaie siège au-dessus des junctura tendinum, on peut avoir une extension grâce aux doigts adjacents. D'où l'intérêt d'explorer systématiquement toutes les plaies de la main. Hop. B. On va passer rapidement, on n'a pas beaucoup de temps. Il y a beaucoup de malformations qu'on voit en cas de lésion tendineuse. La plus fréquente, c'est le mallet finger, au doigt emmaillé. C'est un doigt qui tombe. Suite à quoi? Suite à la lésion, par une plaie par exemple, de la bandelette terminale de l'extenseur. Donc la troisième phalange, elle va tomber. On a soit une plaie qui explique ça, soit lors d'un match de foot, et c'est très fréquent, quand vous allez agripper le maillot de l'adversaire, tellement vous l'agrippez, vous allez sentir comme une sensation de claquage, et vous regardez, vous avez un doigt qui tombe. Ça veut dire que votre bandelette terminale de l'extenseur du doigt en question s'est rompue en sous-cutané. Le traitement du mallet finger, s'il y a une plaie, bien sûr, c'est le traitement chirurgical, mais on peut tenter aussi un traitement orthopédique en mettant une orthèse. L'orthèse, quand vous mettez le doigt en extension, elle permettra d'affronter les deux bouts du tendon qui s'est coupé, et donc on peut avoir une réparation. Exemple de suture tendineuse du long extenseur du pouce. On va passer aux plaies nerveuses. Donc les plaies nerveuses, elles intéressent les nerfs aussi bien à la face palmaire qu'à la face dorsale. Généralement, les nerfs sensitifs et moteurs existent en palmaire. Et là, je vous invite à absolument voir la partie de rappel sémiologique, parce que pour les nerfs mixtes, quand la plaie, elle siège au niveau de l'avant-bras, au niveau du bras, au niveau du plexus brachial, les signes vont être différents d'une région à une autre. Je vous donne un exemple. Si vous avez une lésion du nerf médian au niveau du coude, vous aurez des signes distaux de paralysie à la fois sensitive et motrice. Par contre, si vous avez une plaie d'une des branches du nerf médian qui est destinée au doigt, au niveau d'une atteinte sensitive
pure. D'ailleurs, c'est la partie du cours qui est la plus compliquée. Voilà. Mais pour les plaies artérielles, sachez que les doigts, c'est très bien expliqué dans le mini-module. Pour les plaies artérielles, sachez qu'au niveau des doigts, le doigt survit grâce à 2 artères. Mais une seule artère suffit pour que le doigt reste en vie. Donc, si nous avons une plaie en regard la face palmaire d'un doigt, parce que les pédicules, que ce soit artérielles ou les pédicules artérielles et les nerfs siègent en palmaire. Si vous avez un doigt qui est en ischémie, ça veut dire que c'est une plaie qui intéresse les 2 artères collatérales. Par contre, si le doigt est de bonne vitalité, c'est que la lésion n'a intéressé qu'une seule artère ou les 2 artères sont intactes. Pour la main, je vous rappelle que pour la main, la survie de la main peut être assurée par une seule artère. Il y a 3 gros troncs à connaître, que sont l'artère radiale, l'artère ulnaire et l'artère interosseuse, et une seule parmi ces 3 artères suffit à assurer la vascularisation de la main. Grâce à quoi? Grâce aux anastomoses qui existent entre ces 3 réseaux artériels. Et contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas l'artère radiale qui est la prédominante au niveau de la main, mais généralement, c'est l'artère ulnaire qui est prédominante. En cas de lésion d'une artère, le traitement chirurgical doit être réalisé en urgence et il doit être fait de façon microchirurgicale en faisant une anastomose entre une artère et 2 veines. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez une amputation de la main, par exemple au niveau du poignet, pour espérer avoir une revascularisation adéquate de la main, il ne suffit pas de suturer 1 ou 2 artères, mais il faut absolument, si vous choisissez de suturer une artère, de lui associer impérativement la suture de 2 veines dorsales. Sinon, vous allez avoir une congestion veineuse qui peut être délétère et condamner la replantation. Parlons un peu des amputations. Vous devez connaître la conduite à tenir en cas d'amputation de doigt. Ne jamais mettre directement le membre ou le segment amputé au contact de la glace ou le mettre dans du sérum physiologique ou de la bétadine. Il faut mettre le segment amputé, quelle qu'en soit la taille, dans un sac propre. Le sac est en contact avec la glace et il doit être acheminé rapidement dans un service qui fait la microchirurgie ou un centre SOS Main. Quand vous voyez par exemple ce type de plaie, il y a des amputations multidigitales. Si vous trouvez les fragments de doigts, il ne faut pas les jeter. Il faut tout ramener parce que nous avons en chirurgie de la main la notion de doigt banque. On peut utiliser un doigt dont il ne reste pas grand-chose pour greffer par exemple un tendon, un ongle, remplacer un squelette par un autre. Donc il faut garder tous les fragments et tous les segments de membres. On va passer. C'est des cas de replantation. Mais ça, c'est dernier cas avec lequel on terminera les plaies de la main. C'est pour vous parler d'un incident de presse. Donc, c'est une presse chaude, lourde. Donc, au traumatisme, au délabrement cutané, c'est associé une perte de substance étendue de tous les extenseurs, si bien avec des fractures multiples. Et c'est un patient qui a eu une reconstruction par un lambeau. Lambeau, par définition, c'est de la peau qui est pourvue de vaisseaux, qui est appliqué à la face dorsale pour pouvoir assurer secondairement une réparation de ces extenseurs. Ben, on a fini avec les plaies de la main. Un petit mot pour parler du syndrome du canal carpien, qui est relativement simple comme pathologie. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que tout nerf qui est à proximité d'une articulation, qui est doté de mouvements répétitifs, peut être le siège d'une compression. On parlera alors de compression qui est idiopathique parce qu'elle est due à ces microtraumatismes répétés. L'exemple type, c'est le canal carpien dans lequel chemine en superficiel le nerf médian. Donc le nerf médian, avec le temps, chez des personnes qui travaillent beaucoup avec leurs mains, qui font beaucoup de mouvements répétitifs, peut être la siège d'une compression. La compression va augmenter la pression dans le canal carpien, qui est un élément inextensible et qui fera que le flux nerveux va être altéré à cause de des lésions vasculaires. Ça va se manifester initialement par des paresthésies, des fourmillements au niveau du territoire du nerf en question, en l'occurrence le nerf médian. Puis progressivement,
après les paresthésies, vont apparaître les signes sensitifs et après apparaîtront les signes moteurs. Et quand les signes sont installés, le seul élément qui permettra de restaurer la fonction, c'est de lever la compression. Et dans le canal carpien, ça se fera par une neurolyse, ça veut dire une libération du nerf, en ouvrant tout simplement le ligament annulaire antérieur du carpe. Sachez également que si la chirurgie se fait tardivement, certaines fonctions sont irrécupérables. Alors que si vous le faites au stade sensitif, le nerf médian peut retrouver, sous couvert bien sûr de rééducation, peut retrouver une fonction quasi normale. Ça, c'est pour les canaux carpiens qui sont dits idiopathiques chez des personnes qui n'ont pas de pathologie particulière. Il y a les canaux carpiens qui sont dits secondaires. Ça veut dire qu'on les voit dans toutes les pathologies qui augmentent la pression dans le canal carpien. Qu'est-ce qui peut augmenter la pression dans le canal carpien? Il peut s'agir d'une pathologie tumorale, il peut s'agir d'un dépôt amyloïde dans les insuffisances rénales chroniques, dans les hypothyroïdies. Il peut s'agir également d'un hématome en aigu, donc suite à une fracture du poignet, on peut avoir un hématome qui va augmenter la pression dans le canal carpien et donnera l'équivalent d'un syndrome d'éloge. Et donc c'est un syndrome du canal carpien aigu qui doit être ouvert en urgence pour ne pas avoir de lésions irréversibles sur le nerf. Si je vous dis quel est le signe pathognomonique d'un syndrome du canal carpien, vous me direz c'est les acroparesthésies nocturnes. Et le tableau typique, c'est la femme de la périménopause, travailleuse manuelle, qui se plaint de paresthésies, qui sont tout d'abord nocturnes, mais quand la compression n'est pas levée, elles vont devenir à la fois nocturnes et diurnes. Elle va finir par avoir une diminution des sensations au niveau des 3 doigts de la pince, médius, index et pouce. Elle ne va plus avoir une sensation normale, donc quand elle va prendre les objets, elle va avoir du mal à les tenir, et à la longue, les muscles dépendants du nerf médian, que sont le court abducteur, donc les muscles de l'opposition, vont devenir faibles, et donc elle peut même lâcher des objets. Et quand une patiente commence à lâcher des objets, la chirurgie devient urgente. On vous dira peut-être que le traitement peut être médical, oui. Un canal carpien qui vient de commencer, quand je dis vient de commencer, ça veut dire que l'évolution est inférieure à 6 mois. Il peut être traité médicalement par des infiltrations, par des orthèses. Mais passer ce délai, et quand l'infiltration n'a rien donné, il faut passer absolument à la chirurgie. Et plus précocement vous l'opérez, mieux sera l'évolution. Voilà un bref rappel du canal carpien. Est-ce que vous avez des questions? Qui veut poser des questions? Personne n'a de questions? En tout cas, je vous ai dit que je vais mettre sur la plateforme UVT des espaces pour que vous puissiez me poser les questions que vous voulez. Voilà, donc s'il y a quelque chose que vous devez retenir, c'est la notion d'anatomie relative aux plaies de la main, le tableau clinique typique d'un canal carpien, les causes secondaires, et pour les infections de la main, le traitement qui est chirurgical par excellence. Pas de questions? Je pense que je vais vous dire au revoir alors, et j'attendrai vos questions sur la plateforme UVT. À très bientôt, et j'espère vous voir l'année prochaine ou l'année d'après pour le module optionnel de chirurgie plastique. À bientôt et bon courage. Merci.